Pourquoi pas Evans, partie 4, chapitre 19. Conseil à 3. Moira reparut au bout de quelques minutes. J'ai donné rendez-vous à Lady Francis sous une tonnelle au bord de la rivière. Ma requête lui a paru singulière, mais elle a fini par accepter. Bien. À présent, dites-moi où se trouve cette tonnelle. Moira donna une description exacte de l'endroit et expliqua le chemin pour y arriver. Parfait. Allez-y d'abord et je vous rejoindrai. Moira partit, Bobby s'attarda dans l'auberge pour échanger quelques mots avec M. Askew. Voyez comme la vie est bizarre, M. Askew. Autrefois j'ai travaillé chez un oncle de Mrs. Nicholson, un Canadien. Il craignait que la visite de Mrs. Nicholson au chauffeur de Lady Derwent déliât les langues des villageois et que les commérages n'arrivassent aux oreilles du docteur Nicholson. Elle m'a reconnue au volant de la voiture et elle s'est inquiétée de savoir ce que je devenais. Une charmante femme et extrêmement aimable. Elle en a l'air, en effet, mais elle ne mène pas une existence très gaie à la grange. J'aurais choisi un autre endroit, approuva Bobby. Sûr d'avoir réussi à prévenir les bavardages, il prit la direction indiquée par Moira. Arrivé au rendez-vous, il trouva celle-ci qui l'attendait. Frankie n'était pas encore là. Devant le regard interrogateur de Moira, Bobby comprit que le moment était venu de lui fournir les explications promises. « J'ai beaucoup à vous apprendre. »« Je vous écoute. »« Tout d'abord, je ne suis pas chauffeur, encore que je travaille dans un garage à Londres. Je ne m'appelle pas Hawkins, mais Jones. Bobby Jones. Je viens de Marshbolt, dans le pays de Galles. » Moira écoutait attentivement, mais ce nom de Marshbolt ne sembla pas l'émouvoir. Bobby alla droit au cœur de l'histoire. « Je vais vous apprendre une mauvaise nouvelle. Votre ami, Alan Carstairs, eh bien, il faut que vous le sachiez, est mort. » Elle sursauta, et Bobby, plein de tact, détourna les yeux. Quel sentiment lui avait inspiré cet homme? Après un moment de silence, elle prononça d'une voix lointaine. « Voilà pourquoi il n'est pas revenu. Je m'imaginais... » Bobby lança vers elle un regard furtif. Il reprit courage. Certes, elle paraissait triste et pensive, mais c'était tout. « Donnez-moi quelques détails. » Il est tombé du haut d'une falaise à Marshbolt, le village où j'habite. C'est moi et le médecin du pays qui l'avons trouvé. Il avait votre photographie dans sa poche. « Vraiment ? Cher Alan, sa fidélité me touche. » Après une pause, elle demanda. « Quand l'accident est-il arrivé ?»« Il y a environ un mois, le 3 octobre exactement. »« C'était juste après sa venue ici. »« Oui. Vous a-t-il fait part de son intention de visiter le pays de Galles ?» Elle secoua négativement la tête. « Connaissez-vous quelqu'un du nom d'Evans ?»« Evans ?» Moira chercha dans sa mémoire. « Non, je ne connais personne s'appelant ainsi. »« Qui est-ce ?» ?»« C'est justement ce que nous voudrions savoir. »« Ah, voici Frankie. » La jeune fille se hâtait le long du sentier. Lorsqu'elle aperçut ensemble Bobby et Moira Nicholson, son visage prit une expression étonnée. « Hello, Frankie. Je vous remercie d'être venu. Il faut que nous ayons une sérieuse entrevue. D'abord, je vous présente Mrs. Nicholson, l'original de la photographie. »« Oh !» s'écria Frankie. Elle regarda Moira, puis éclata de rire. « Mon cher, dit-elle à Bobby, je comprends maintenant pourquoi la vue de Mrs. Cayman, le jour de l'enquête, vous a tellement déçu. » Moira paraissait ne rien comprendre. « J'ai tant à vous apprendre que je ne sais pas par quel bout commencer, » dit Bobby. Il décrivit les Cayman qui avaient identifié le cadavre. « Mais je ne comprends pas, » s'exclama Moira. « Qui était le mort? Son frère ou Alan Carstairs ?»« Voici où les criminels entrent en scène, » expliqua Bobby. « Ensuite, » ajouta Frankie, « Bobby a été empoisonné. »« Oui, par 8 grains de morphine. »« Ne revenez pas là-dessus. Laissez-moi parler. Alors voici. Les Cayman vinrent voir Bobby après l'enquête pour savoir si leur frère, du moins celui qu'ils faisaient passer pour leur frère, avait prononcé quelques paroles avant de mourir. Bobby répondit non.
Par la suite, il se souvint que le moribond avait parlé d'un nommé Evans. Il écrivit aux Cayman pour les mettre au courant et, quelques jours plus tard, il reçut une lettre lui proposant une situation au Pérou, ou je ne sais dans quelle lointaine contrée. Ayant décliné cette offre avantageuse, il fut empoisonné. Quelqu'un introduisit dans sa bière une dose de morphine. 8 grains, précisa de nouveau Bobby. Doué d'une constitution remarquable, il triompha de cette épreuve. Alors nous fûmes convaincus que Pritchard, ou plutôt Carstairs, avait été précipité du haut de la falaise. « Pourquoi » demanda Moira. « Vous ne saisissez pas la raison ? Elle me paraît pourtant assez claire. En tout cas, nous avons conclu qu'il avait été assassiné et que le coupable devait être Roger Bassington French. »« Roger Bassington French ?» répéta Moira vivement étonnée. « Nous avons été amenés à le croire parce qu'il se trouvait sur les lieux. Puis votre photographie disparut et lui seul pouvait l'avoir prise. »« Je comprends. » Peu après, j'ai eu un accident d'auto sur la route de Staveley. Coïncidence plutôt bizarre, n'est-ce pas ? Frankie lança vers Bobby un coup d'œil significatif. J'ai donc prié Bobby, au téléphone, de venir me rejoindre en se faisant passer pour mon chauffeur afin que nous prissions tous deux cette affaire en main. « Vous saisissez à présent ?» dit Bobby. Comme pour achever de me convaincre, le hasard a voulu qu'hier soir, en m'aventurant sur les terres de la grange, je vous ai rencontré, vous, l'original de la mystérieuse photographie. Et vous m'avez tout de suite reconnu. Juste reconnu l'original de ce portrait n'importe où, affirma le jeune homme. Sans raison apparente, Moira rougit. Soudain, une idée sembla la frapper, et elle regarda tour à tour Frankie et Bobby. Me dites-vous la vérité ? Est-ce bien le hasard qui vous a conduite ici ? Ou bien y êtes-vous venu parce que... Sa voix tremblait malgré elle. Soupçonniez-vous mon mari ? Je vous donne ma parole d'honneur qu'avant de pénétrer ici, je n'avais jamais entendu parler de votre mari, déclara Frankie. En ce cas, excusez-moi, Lady Francis, mais je me souviens qu'au cours du dîner chez les Bassington French, mon mari ne cessait de vous interroger à propos de cet accident. Je ne comprends pas pourquoi. À présent, je me demande s'il ne vous suspectait pas d'avoir simulé cet accident. Eh bien, si vous désirez connaître la vérité, nous l'avons en effet simulé. Ouf, je me sens mieux. N'empêche que la comédie a parfaitement réussi. Croyez cependant que je ne nourrissais aucun noir dessein contre votre mari. Il s'agissait de Roger Bassington French. Roger ? Moira eut un regard étonné. Cela peut vous paraître absurde. Les faits sont tout de même là, riposta Bobby. Roger ? Oh non, fit Moira en secouant la tête. Qu'on lui reproche sa faiblesse ou son emportement, passe encore. Il est également capable de s'endetter, de se laisser entraîner dans une affaire ridicule. Mais je ne puis l'imaginer poussant un homme du haut d'une falaise. Ni moi non plus, approuva Frankie. Il a pourtant pris cette photographie, insista Bobby. Écoutez-moi, Madame Nicholson, je vais récapituler les événements devant vous. Il parla d'une voix lente, sans omettre un détail. Lorsqu'il eut terminé, le visage de Moira s'éclaira. « Je comprends maintenant, dit-elle. Les apparences sont évidemment très troublantes. » Elle fit une pause légère, puis ajouta « Pourquoi ne l'interrogez-vous pas ?» Chapitre 20. Une entrevue à deux. Bobby et Frankie demeurèrent un instant interloqués devant l'inattendu de cette question. Tous deux s'écrièrent en même temps. « C'est impossible !»« Vous le voyez vous-même, » conclut Moira. « Pour moi, Roger a peut-être enlevé la photographie, mais pas une seconde, je n'admettrais qu'il ait précipité Alan du haut de la falaise. Pour quel motif aurait-il agi ainsi ? Il connaissait à peine cet homme. Ils se sont rencontrés pour la première fois à ce déjeuner de Merroway. Alors, qui a poussé Alan Carstairs ? Une ombre passa sur le visage de Moira. « Je ne sais pas. » « Voulez-vous me permettre de révéler à Frankie la nature des craintes dont vous m'avez parlé ?» Moira détourna la tête. « Si vous voulez. Mais cela paraît si absurde et si mélodramatique. » En effet,
Le récit, sans périphrase, débité par Bobby d'une voix dénuée d'émotion, ne donnait nulle impression de réalité. Moira se redressa brusquement. « J'ai le sentiment d'avoir parlé comme une folle. Je vous en prie, monsieur Jones, ne tenez pas compte de toutes ces sottises dues à mon état nerveux. Maintenant, il est temps que je rentre. Au revoir. » D'un pas vif, elle s'éloigna. Bobby s'élançait pour la rattraper, mais Frankie le retint avec fermeté. « Restez là, espèce de niais. Laissez-moi agir. » Elle courut et rattrapa Moira. Au bout de quelques minutes, elle revint à la tonnelle. « Eh bien ?» demanda Bobby. « Tout va bien. J'ai réussi à la calmer. Je lui ai fait promettre de nous rencontrer bientôt tous les deux. Maintenant que son absence vous permet de vous expliquer plus librement, répétez-moi tout ce que vous savez. » Bobby obéit et Frankie l'écouta avec attention, puis lui dit « Je viens de découvrir 2 faits qui corroborent votre récit. Tout d'abord, en rentrant à Merroway, j'ai surpris Nicholson tenant la main de Sylvia Bassington French. Et s'il avait pu me foudroyer du regard, je serais tombée raide morte. » « Et votre seconde découverte ?»« Un simple incident. Sylvia racontait à quel point la photographie de Moira avait fortement ému un étranger en visite à Merroway. Cet étranger ne pouvait qu'être Alan Carstairs. Il a reconnu la photo. Mrs. Bassington French lui a appris qu'il s'agissait du portrait d'une certaine Mrs. Nicholson. Et voilà comment il a su où la retrouver. Toutefois, Bobby, je ne comprends pas le rôle de Nicholson là-dedans. Pourquoi se serait-il débarrassé de Carstairs ? Peut-être Carstairs voulait-il le dénoncer comme chef d'une bande de trafiquants de stupéfiants ? Ou votre belle amie est-elle la cause de ce meurtre ? Peut-être les deux. Nicholson a pu apprendre que sa femme et Carstairs s'étaient donné rendez-vous et il a suspecté Moira de quelque trahison. Possible. Tout d'abord, renseignons-nous sur la moralité de Roger Bassington French. La seule chose contre lui est cette histoire de photographie. S'il peut nous en fournir une explication satisfaisante, vous songez à l'interroger là-dessus, Frankie ? Est-ce bien prudent ? S'il est coupable, nous allons lui découvrir notre jeu. Attendez, je m'y prendrai adroitement et l'observerai pendant qu'il parlera. Jusqu'ici, il s'est montré d'une parfaite franchise. S'il parvenait à se disculper, si son geste était en fin de compte très innocent, en ce cas, il peut devenir notre allié. Que dites-vous, Frankie ? Mon cher, votre belle amie est sans doute une femme nerveuse qui dénature les faits. Mais supposons que ses craintes soient fondées, que son mari veuille se débarrasser d'elle. Henry Bassington French court alors un danger mortel. À tout prix, nous devons empêcher son internement à la grange. Or, pour le moment, Roger Bassington French soutient le point de vue du docteur Nicholson. Vous parlez d'or, Frankie. Mettez votre plan à exécution. La jeune fille se leva, mais avant de s'en aller déclara « Écoutez, Bobby, tout cela est extraordinaire. J'ai l'impression de vivre les pages d'un roman. » Je ressens une impression à peu près identique, mais je crois plutôt que participant à une pièce de théâtre. Nous entrons en scène au beau milieu du second acte. Ce qui complique encore notre jeu, c'est que nous ignorons tout du premier acte. Frankie approuva. « Je ne suis même pas sûre d'entrer au second acte. Nous en sommes peut-être au 3e. Bobby, la pièce approche, je crois, du dénouement. » Avec une scène jonchée de cadavres, conclut Bobby. Et dire que nous avons été entraînés dans cet imbroglio par 4 mots énigmatiques. Et pourquoi pas Evans ? Frankie, je suis persuadé que cet Evans, bien qu'il ait été le point de départ de nos investigations, n'est qu'un comparse dans le drame. Vous finirez par me faire croire qu'Evans n'existe pas. Là-dessus, Frankie reprit le chemin du château de Merroway. Chapitre 21. Roger répond à une question. Le hasard favorisait Frankie, car en cours de route, elle rencontra Roger. « Tiens, vous n'êtes pas resté longtemps à Londres ? » « Londres ne me disait rien aujourd'hui. »« Êtes-vous déjà allé jusqu'à la maison ? Nicholson vient de révéler à Sylvia la vérité au sujet de ce pauvre Henry. »« Je le sais. En arrivant, je les ai trouvés tous deux dans la bibliothèque. Elle paraissait bouleversée. »« Il faut, coûte que coûte, guérir Henry, ne serait-ce que pour Sylvia, Tommy, sa famille. Nicholson est un médecin très capable qui saura le remettre d'aplomb.
Si seulement Henri consentait à aller à la grange, Frankie l'interrompit. Voulez-vous avoir l'obligeance de répondre à une question que je désirerais vous poser ? J'espère que vous ne me jugerez pas trop indiscrète. Parlez. Pourriez-vous me confier si vous avez pris une photographie dans la poche de l'homme tombé du haut de la falaise à Marshbolt ? Elle l'observait avec attention et fut plutôt satisfaite de constater chez Roger un léger ennui, une sorte de gêne, mais nul signe de frayeur ou de culpabilité. Comment diable l'avez-vous deviné ? Moira vous l'a peut-être dit, mais non, elle ne le savait pas. Alors, c'est vous ? Je suis bien obligé de l'admettre. Pourquoi avez-vous enlevé cette photo ? À nouveau, Roger trahit un léger embarras. Eh bien, voici. En train de monter la garde auprès de cet inconnu, je remarque un morceau de carton dépassant de la poche. Je le prends. Par une surprenante coïncidence, c'est la photographie d'une femme de ma connaissance. Une femme mariée. Et je ne crois pas très heureuse en ménage. Qu'arrivera-t-il ? Une enquête ? Le nom de la jeune femme étalé dans tous les journaux ? Un scandale ? Agissant sous l'impulsion du moment, j'ai pris la photographie et la déchirai en 1000 morceaux. J'ai peut-être eu tort d'agir ainsi, mais Moira Nicholson est si sympathique que pour rien au monde, je n'aurais voulu la voir compromise. Frankie poussa un soupir. Et c'est tout. Ah, si vous saviez. Quoi ? Je vous le dirai plus tard. Cette histoire est tellement compliquée. Je comprends maintenant pourquoi vous avez enlevé la photographie, mais qui vous empêchait de dire que vous aviez reconnu le cadavre ? J'ai reconnu le cadavre ? Comment aurais-je pu le reconnaître ? Je n'avais jamais vu cet homme. Vous l'avez pourtant vu ici, la semaine précédente. Ma chère enfant, vous perdez la tête. Alan Carstairs ? Vous n'avez jamais rencontré Alan Carstairs ? Oh si, un invité amené par les Rivington. Mais le mort n'était pas Alan Carstairs. Je vous affirme que c'était lui. Vous l'avez certainement reconnu. Ils s'entre-regardèrent. Puis Frankie sentit renaître ses soupçons. Je n'ai même pas vu les traits du mort. Un mouchoir cachait son visage. Frankie écarquilla les yeux. En effet, lors de son premier récit de l'accident, Bobby lui avait dit avoir étendu un mouchoir de soie sur la figure du mort. « Et vous n'avez pas eu l'idée de soulever ce mouchoir ? » ?»« Non. Pourquoi l'aurais-je fait ? » ?»« Évidemment. » Cependant, en son fort intérieur, Frankie songeait que si elle avait trouvé la photographie d'un homme de sa connaissance dans la poche d'une femme morte, rien ne lui empêchait de regarder le visage de la défunte. « Pauvre femme, » soupira Frankie. « Elle m'inspire de la pitié. »« Qui ça ? Moira Nicholson ? » ?»« Oui, son mari la terrorise. »« J'avoue que moi-même, je ne voudrais pas être sous la domination du docteur Nicholson. »« Elle affirme qu'il veut la tuer. » Roger eut un sourire incrédule. « Les choses ne vont pas jusque-là. »« Vous allez en juger. Asseyez-vous. Je vais vous démontrer que le docteur Nicholson est un dangereux criminel. » Elle lui fit un récit clair et détaillé des événements depuis le jour où Bobby et le docteur Thomas découvrirent le corps au pied de la falaise. Elle se garda cependant de les détromper quant à la réalité de son accident. Mais elle lui laissa entendre qu'elle s'était attardée au château de Merroway dans l'intention d'approfondir le mystère. Roger l'écoutait fasciné. « Tout cela est-il vrai ? » ?»« Parole, je n'invente rien. » Pendant 1 minute, Roger demeura silencieux, le sourcil froncé. Enfin, il déclara : « Si fantastique que cela paraisse, je crois que votre première déduction est juste. Cet individu, Alex Pritchard ou Alan Carstairs, a dû être tué. Sinon, l'attaque contre Jones ne s'explique pas. » Cette phrase énigmatique, et pourquoi pas Evans, n'éclaircit pas la situation puisque vous ignorez qui est Evans et le rôle de ce personnage. J'imagine plutôt que le ou les meurtriers croyaient Jones en possession d'un secret compromettant pour eux. Là-dessus, ils essaient de le supprimer et attenteront encore à sa vie s'ils le retrouvent sur leur chemin. Jusque-là, tout concorde, mais je ne vois point par quel détour vous arrivez à accuser le docteur Nicholson.
Cet homme sinistre possède une talbot bleu sombre et il s'est absenté le jour de l'empoisonnement de Bobby. C'est un peu mince. » Ajoutez à cela la révélation de Mrs. Nicholson à Bobby. Elle lui dépeignit les frayeurs de Moira, et cette fois encore il les trouva imaginaires et mélodramatiques. Roger haussa les épaules. Elle s'imagine que son mari fournit de la drogue à Henry. Quelle preuve en a-t-elle ? Qu'il essaye d'attirer Henry dans sa maison de santé, c'est un désir bien légitime pour un médecin désirant guérir le plus grand nombre possible de malades. Quant à l'amour du docteur Nicholson pour Sylvia, là-dessus je ne puis rien dire. Moira a certainement raison. En général, une femme sait, mieux que personne, à quoi s'en tenir sur le compte de son mari. Eh bien, quand cette accusation serait vraie, il ne s'ensuit pas nécessairement que le médecin soit un monstrueux criminel. Ne perdons pas de vue que son mari veut la tuer. Vous y croyez sérieusement ? En tout cas, elle y croit. Roger alluma une cigarette. Doit-on ajouter foi à ses craintes ? La grange abrite toute une humanité déséquilibrée et le seul fait d'y vivre suffit pour troubler le cerveau d'une femme, surtout si elle est d'un tempérament nerveux et impressionnable. Frankie se souvint des paroles de la jeune femme. « Oh, c'est sans doute ma nervosité qui suscite ces frayeurs. » Mais cette réflexion de Moira lui donnait à penser qu'il ne s'agissait pas seulement de nervosité chez la femme du médecin. Cependant, devant la difficulté d'expliquer ce point de vue, elle renonça à l'exposer à Roger. Celui-ci poursuivit. « Ah, si vous démontriez que Nicholson se trouvait à Marshbolt le jour du drame de la falaise, ou qu'il avait un motif pour tuer Carstairs, ce serait différent. Permettez-moi de vous faire remarquer que vous semblez oublier les vrais suspects. Oui, les Cayman. » « Les Cayman ?» Ceux-là, à mon sens, sont compromis fortement. D'abord, la fausse identification du cadavre, puis leur insistance pour savoir si le malheureux avait parlé avant de mourir. En outre, je crois que vous avez raison de leur attribuer cette offre d'emploi à Buenos Aires. Oh, il me vient une idée. Jusqu'ici, je pensais que la photographie de Mrs. Cayman avait été substituée à celle de Moira Nicholson. Je vous jure que jamais je n'ai tenu contre mon cœur le portrait d'une Mrs. Cayman. D'après vous, ce doit être une horrible créature. Ma foi, elle n'était pas, sans doute jadis, dénuée d'une certaine beauté, une beauté de virago. Mais voici où je voulais en venir. Carstairs devait avoir sur lui la photographie de Mrs. Cayman, ainsi que celle de Moira. Roger acquiesça d'un signe de tête. Et vous pensez ? Je pense qu'il portait l'une par amour, l'autre pour une raison plus prosaïque. Sans doute voulait-il la faire identifier par quelqu'un. Alors voici ce qui se passe. Cayman, le mari, est à la poursuite de Carstairs. En suivant la falaise, il juge le moment propice de se débarrasser de lui. Profitant du brouillard, il le précipite en avant. Carstairs tombe en poussant un cri d'effroi. Cayman s'enfuit. Il ignore qu'il se trouve des gens dans le voisinage et ne sait pas que Carstairs possède sur lui la photographie de sa femme. La photographie est publiée. Consternation dans le ménage Cayman. Parfaitement. Que faire alors ? Qui connaît Carstairs dans le pays de Galles ? Personne. Mrs. Cayman arrive, verse des larmes de crocodile et reconnaît le cadavre pour celui de son frère. Ils emploient le truc de l'envoi de colis pour rendre vraisemblable leur version du tourisme pédestre. Frankie, je vous félicite de votre talent de détective. N'est-ce pas ? Mon hypothèse n'est pas mal échafaudée. D'un autre côté, vous avez raison au sujet des Cayman, et je crois que nous ferions bien de nous mettre dès maintenant sur leur piste. Je me demande même pourquoi nous ne nous y sommes pas pris plus tôt. Frankie savait fort bien quelle raison l'en avait empêché. Elle avait filé Roger lui-même. Toutefois, elle jugeait préférable de ne pas le lui révéler. Qu'allons-nous faire concernant M. Nicholson ? Qu'entendez-vous par là ? La pauvre femme vit dans une terreur continuelle. Je vous trouve bien impitoyable à son égard. Je ne le suis point, mais les gens incapables de se débrouiller seuls m'exaspèrent. Voyons, Roger, soyez juste. Que peut-elle sans argent, ni toit, où se réfugier ? À sa place, Frankie, vous sauriez prendre une décision. Moi ? Oui, vous n'hésiteriez pas. Si vous redoutiez d'être assassiné par votre mari, vous n'attendriez pas placidement qu'il mette son projet à exécution.
Vous vous sauveriez et gagneriez votre vie de quelque façon que ce soit, ou bien vous le tueriez d'abord. Enfin, vous agiriez. Vous avez du cran, tandis que Moira en manque totalement. » Frankie apprécia le compliment. Elle n'aimait pas ce genre de femme, et l'admiration de Bobby pour Mrs. Nicholson l'irritait au plus haut point. Roger, au contraire, détestait les femmes faibles. De son côté, Moira ne professait pas une opinion très haute de Roger. Ne l'avait-elle pas accusé de veulerie ? Il était peut-être dépourvu de volonté, mais Frankie lui découvrait un charme indéniable. Roger ajouta : « Frankie, vous êtes capable de mener un homme par le bout du nez. » La jeune fille éprouva un vif plaisir, en même temps qu'un fort embarras. Aussi s'empressa-t-elle de changer le sujet de la conversation. « Et votre frère ? Songez-vous encore à lui conseiller d'aller à la grange ?» Chapitre 22. Une autre victime. Non, il ne manque pas d'autres maisons de santé où l'on s'occupera de lui. L'important, c'est qu'il accepte l'idée de ce traitement. Croyez-vous que ce soit impossible ? Je le crains. Vous l'avez vous-même entendu l'autre soir. D'autre part, si nous pouvions provoquer chez lui un repentir... Tiens, voici Sylvia. Mrs. Bassington French sortait de la maison et regardait autour d'elle. Apercevant Roger et Frankie, elle traversa la pelouse pour les rejoindre. Elle paraissait soucieuse et à bout de force. « Roger, je vous ai cherché partout. » Puis, comme Frankie allait s'éloigner, « Ne partez pas, cher ami. À quoi bon user de cachotterie ? N'êtes-vous pas au courant de tout ?» Frankie fit un signe affirmatif de la tête. « Alors que moi, je demeurais aveugle. Tous deux, vous aviez deviné ce que je ne soupçonnais même pas. Dès que le docteur Nicholson m'a appris la vérité, je suis allée trouver Henry. Je le quitte à l'instant. » Elle étouffa un sanglot. « Roger, nous allons le soigner. Il accepte de se rendre dès demain à la grange et de se confier aux soins du docteur Nicholson. »« Oh non !» Cette exclamation s'échappa simultanément des lèvres de Roger et de celles de Frankie. Sylvia les regarda d'un air étonné. Roger s'expliqua du mieux qu'il put. « Écoutez, Sylvia, après mûre réflexion, je ne crois pas que ce soit la clinique qui convienne à Henry. »« Vous pensez donc qu'il pourra se guérir tout seul ?»« Pas du tout. Mais nous devrions choisir un endroit moins rapproché. Ce serait une erreur de le placer si près. »« J'en suis convaincue, » jeta Frankie, venant à la rescousse. « Pas moi, » dit Sylvia. « Je ne veux pas qu'il s'éloigne, et je ne le confierai à personne d'autre qu'au docteur Nicholson. Il s'est montré si aimable et si dévoué. Je me sentirais rassurée de savoir Henry sous sa garde. »« Tiens, Sylvia, je croyais que vous ne pouviez souffrir le docteur Nicholson, » s'exclama Roger. « J'ai changé d'avis. On aurait pu se montrer plus gentil et plus doux qu'il l'a été cet après-midi. Mes préjugés à son égard ont entièrement disparu. » Il y eut un moment de lourd silence. Ni Roger, ni Frankie ne savaient que répondre. « Pauvre Henry, » reprit-elle. « En apprenant que je savais tout, il a failli s'effondrer. Pour moi et pour Tommy, il s'efforcera de se débarrasser de son vice. Mais je ne saurais, m'a-t-il dit, concevoir l'étendue du sacrifice qu'il s'impose. Cependant, le docteur Nicholson a essayé de me l'expliquer en détail. Le besoin de la drogue devient, paraît-il, une obsession. Ceux qui s'y adonnent perdent toute responsabilité de leurs actes. Oh, Roger, si vous saviez comme je souffre. Mais j'ai confiance, le docteur Nicholson le guérira. » « Je vous assure qu'il serait préférable... » Sylvia se retourna brusquement vers lui. « Roger, je ne vous comprends pas. Pourquoi avez-vous changé d'opinion ? Jusqu'à présent, vous ne songiez qu'à envoyer Henry à la grange. »« Eh bien, j'ai réfléchi depuis. » De nouveau, Sylvia l'interrompit. « Quoi qu'il en soit, c'est décidé. Henry ira à la grange et pas ailleurs. » Encore un silence. Enfin, Roger annonça. « Je vais téléphoner au docteur Nicholson. Il doit être chez lui à présent. J'ai besoin de lui préciser certains détails. » Sans attendre la réponse de sa belle-sœur, il entra vivement dans la maison, laissant les deux femmes seules. « Je ne comprends pas, Roger, » dit Sylvia avec impatience. « Je partage son avis. J'ai lu quelque part que la cure s'opère en de meilleures conditions lorsqu'on soigne le malade loin de son foyer. Ce raisonnement ne tient pas debout.
Frankie ne savait quel parti prendre. Les sentiments de Sylvia envers Nicholson avaient changé du tout au tout. Frankie, à bout d'arguments, eut envie de révéler l'entière vérité à la jeune femme. Mais celle-ci la croirait-elle ? Roger lui-même s'était montré très incrédule quant à la culpabilité de Nicholson. Sylvia, nouvelle alliée du médecin, le serait davantage. Peut-être même irait-elle répéter le tout au docteur. Que de complications. Il y eut un moment de silence que coupa le vrombissement sourd d'un avion passant bas dans le ciel déjà obscur. Quand le bruit eut décru dans le lointain, Sylvia reprit plus calmement. « Le coup a été si terrible. Et tous, vous voulez envoyer Henri loin de moi. »« Non, non, vous vous méprenez sur la nature de nos intentions. » Elle chercha une explication. « Nous sommes certains qu'ailleurs il recevrait de meilleurs soins. Car le docteur Nicholson est, à notre avis, un charlatan. Je le trouve au contraire très capable. Il a toutes les qualités requises pour sauver Henri. » Elle lança vers Frankie un regard de défi. La jeune fille, ne sachant que répondre, garda le silence. Bientôt, Roger sortit de la maison. « Nicholson n'est pas encore rentré, » annonça-t-il. « Je lui ai fait dire de m'appeler. »« Je ne vois pas l'urgence de lui parler. Les dispositions sont prises et Henri accepte. »« J'ai mon mot à dire, ce me semble. Henri est mon frère. »« Vous vouliez vous-même le faire entrer à la grange. »« Oui, mais depuis j'ai entendu certains propos sur le compte de Nicholson. »« Lesquels ? Je n'en crois rien. » Elle se détourna et gagna la maison. Roger considéra Frankie. « Notre rôle est bigrement compliqué. » En effet. Lorsque Sylvia s'est fourré une idée dans la tête, impossible de l'en détourner. Ils s'assirent sur un banc du jardin pour discuter sur la conduite à tenir. Roger partageait l'avis de Frankie. Ce serait une erreur de tout révéler à Sylvia. Selon lui, le mieux consisterait à sonder le médecin. « Mais qu'allez-vous lui dire exactement » demanda Frankie. « Pas grand-chose, mais je le ferai parler. En tout cas, Henri ne doit pas aller à la grange. Il faut à tout prix l'en empêcher. Dussions-nous tout dévoiler. Mais quel est ce bruit ? » Tous deux bondirent. « On dirait un coup de feu. Venant de la maison. » Ils coururent, entrèrent par la porte-fenêtre du salon et traversèrent le vestibule. Sylvia se tenait là, debout, le visage blême comme un linge. « Avez-vous entendu ?» leur demanda-t-elle. « Un coup de feu, dans le cabinet d'Henri. » Elle chancela, et Roger la soutint dans ses bras. Frankie se dirigea vers la porte du bureau et tourna la poignée. « C'est fermé à clé. »« Par la fenêtre !» lui cria Roger. Il déposa Sylvia sur un canapé et sortit, Frankie sur ses talons. Après avoir contourné la maison, ils arrivèrent devant la fenêtre du bureau. Elle était fermée, mais à travers la vitre, ils regardèrent à l'intérieur. Le soleil couchant rendait la lumière confuse. Cependant, ils virent assez distinctement Henry Bassington French affaissé sur son bureau, une plaie trouait sa tempe et un revolver tombé de sa main gisait sur le parquet. « Il s'est tué, » dit Frankie. « C'est horrible. »« Reculez un peu, je vais briser la fenêtre. » Roger enveloppa sa main dans un pan de son manteau et asséna un vigoureux coup de poing sur les vitres. Il écarta soigneusement les débris, puis passa dans la pièce, suivi de Frankie. Au même moment, Mrs. Bassington French et le docteur Nicholson accouraient le long de la terrasse. « Quel malheur est-il arrivé à Henri ?» s'écria Sylvia. Apercevant le corps prostré de son mari, elle poussa un cri. Roger sortit vivement par la fenêtre et le docteur Nicholson lui remit entre les bras Sylvia à demi évanouie. « Emmenez-la, dit-il, et prenez soin d'elle. Donnez-lui un peu de brandy, si elle peut le prendre. Épargnons-lui la vue de cet affreux spectacle. » Lui-même enjamba la fenêtre et rejoignit Frankie. Il hocha lentement la tête. Quelle fin tragique! Le pauvre homme ne se sentait pas suffisamment de courage pour affronter l'épreuve de la cure. Il se pencha sur le cadavre, puis se redressa. La mort a dû être instantanée. Je me demande s'il a écrit quelques mots avant de se tuer. Frankie s'approcha et vit, près du coude de Bassington French, une feuille de papier
sur laquelle étaient tracées ces lignes. Je choisis la meilleure façon d'en finir. Cette habitude néfaste a exercé sur moi un trop fort ascendant pour que je puisse m'en défaire. J'agis pour le mieux envers Sylvia et Tommy. Adieu, pardonnez-moi. Frankie sentit sa gorge se contracter. « Ne touchons à rien », recommanda le docteur Nicholson. « Une enquête aura certainement lieu. Nous devons tout de suite prévenir la police. » Frankie se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « La clé n'est pas dans la serrure, » remarqua-t-elle. « Non. Peut-être la trouverons-nous dans sa poche. » Avec précaution, il fouilla les poches du défunt et en tira une clé. Il l'essaya sur la porte et ouvrit. Ensemble, ils passèrent dans le vestibule. Le docteur Nicholson alla tout droit vers le téléphone. Frankie, les genoux flageolants, se sentait prise de vertige. Chapitre 23. Moira disparaît. 1 heure plus tard, Frankie téléphona à Bobby. « Est-ce vous, Hawkins ? Bonjour Bobby. Êtes-vous au courant de l'événement ? » « Oui ? Eh bien, il faut que nous nous rencontrions de bonne heure demain matin. Je me promènerai vers, mettons 8 heures, au même endroit que l'autre jour. » Elle coupa la communication au moment où Bobby disait pour la 3e fois « Oui, mademoiselle », afin de tromper la curiosité des gens de l'auberge. Bobby arriva le premier au rendez-vous, mais Frankie ne le fit pas attendre longtemps. Elle avait le visage pâle et défait. « Bonjour Bobby. C'est affreux, une mort pareille. Je n'en ai pas dormi de toute la nuit. » « Je ne connais encore aucun détail, sauf que M. Bassington French s'est suicidé. C'est bien cela, n'est-ce pas ? » « Oui. Sylvia venait de s'entretenir avec lui pour le persuader de se soumettre à un traitement et il avait accepté. Sans doute le courage lui aura-t-il manqué au dernier moment. Il s'est enfermé dans son bureau, a griffonné quelques mots sur une feuille de papier et s'est tué. Bobby, c'est terrible. » En effet. Ils demeurèrent un moment silencieux. « Il me faudra quitter le château aujourd'hui même, » annonça Frankie. « Bien sûr. Et comment est-elle ? Je veux dire, Mrs. Bassington French. » « Elle s'est évanouie. Je ne l'ai pas revue depuis que nous avons découvert le cadavre. Pour elle, le coup a dû être terrible. Bobby, vous amènerez la voiture vers 11 heures. » Bobby ne répondit pas et Frankie le considéra avec impatience. « Qu'avez-vous donc ? On dirait que vous êtes dans les nuages. »« Excusez-moi. Le fait est... Eh bien ? Je me demandais si... » « C'est bien vrai. »« Quoi donc ? Cette histoire de suicide ? » ?»« C'est bien un suicide. »« Vous en êtes sûr ? Moira nous a prévenu que Nicholson voulait se débarrasser de 2 personnes. En voici une disparue. » Frankie réfléchit un instant, puis secoua énergiquement la tête. « Il s'agit d'un suicide. Je me trouvais dans le jardin en compagnie de Roger quand nous entendîmes la détonation. Nous entrâmes dans le vestibule par la porte-fenêtre du salon. La porte du bureau était fermée à clé. Nous allâmes vers la fenêtre, également close, et Roger dut briser une des vitres. À ce moment seulement, Nicholson parut en scène. » Bobby médita un instant. « Tout paraît régulier. Tout de même, l'apparition de Nicholson me semble un peu soudaine. » Il revenait chercher sa canne oubliée lors de sa visite de l'après-midi. Bobby fronçait le sourcil dans son effort de pensée. « Suivez-moi bien, Frankie. Supposons que Nicholson ait tué Bassington French. » « Après l'avoir contraint à écrire une lettre d'adieu au sien ? » ?»« Votre objection ne tient pas. Cette lettre a pu être fabriquée. La différence d'écriture sera imputée à l'émotion du moment. » « Et ensuite ? » Nicholson tue Bassington French, laisse une lettre d'adieu, disparaît en fermant la porte à clé, pour reparaître quelques minutes plus tard comme s'il venait d'arriver. Frankie secoua la tête. L'idée est ingénieuse, mais ne s'adapte pas aux circonstances. D'abord, la clé se trouvait dans la poche d'Henry Bassington French. Qui l'y a découverte ? Ma foi, c'est Nicholson. Nous y voilà. Quoi de plus facile que de prétendre l'avoir trouvée là ? Je l'observais et ne perdais pas cela de vue. Or, j'affirme que la clé était dans la poche du mort. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'on regarde un prestidigitateur.
Un tour d'escamotage, comme celui-là, constitue un jeu d'enfant. Sur ce point, vous avez peut-être raison. Mais sincèrement, Bobby, Nicholson ne peut avoir tué Henry Bassington French. Sylvia se trouvait dans la maison quand la détonation eut lieu. Dès qu'elle l'entendit, elle courut dans le vestibule. Si Nicholson avait tiré et était sorti par la porte du bureau, elle n'eût pas manqué de le voir. Au contraire, elle déclare l'avoir vu monter la grande allée du perron au moment où nous contournions la maison. Elle alla à sa rencontre et l'amena devant la fenêtre du bureau. Cet homme possède donc un alibi indiscutable. En principe, je me méfie des gens pourvus d'alibi. Moi aussi, mais je ne vois pas comment vous pourrez démolir celui-ci. Non, la parole de Sylvia Bassington French doit suffire. Il me semble. Bobby poussa un soupir. Tant pis, contentons-nous du suicide. Pauvre diable. Maintenant, vers qui dirigerons-nous nos batteries ? Du côté des Caïmans. Voilà belle lurette que nous aurions dû nous en occuper. Avez-vous conservé la lettre où Mrs. Cayman vous donnait son adresse ? Oui, l'adresse est la même que celle qu'ils ont déclarée à l'enquête. 17 St. Leonard's Gardens, Paddington. Ne trouvez-vous pas que nous avons trop négligé cette piste ? Certes, je soupçonne même que les oiseaux se sont envolés. Ces caïmans ne sont pas nés d'hier. Même s'ils ont fui, je pourrais me renseigner sur leur compte. Pourquoi dites-vous « je » ? Parce que, encore une fois, il est préférable que vous restiez dans la coulisse. Pour la même raison que lorsqu'il s'agissait de venir ici, alors que nous suspections Roger. Ils vous connaissent, tandis que je suis, pour eux, une inconnue. Et comment vous présenterez-vous à ces gens ? Je m'introduirai chez eux sous prétexte de propagande politique pour le Parti conservateur. Je porterai des tracts à la main. Parfait. Mais comme je viens de vous le dire, vous trouverez la cage vide. Pour l'instant, nous devrions songer à Moira. Je l'avais complètement oublié. Je m'en rends compte. Il faut absolument que nous prenions une décision à son sujet. Bobby voyait le joli visage terrifié. Il avait pressenti le destin tragique de la jeune femme dès l'instant où il avait contemplé sa photographie trouvée dans la poche d'Alan Carstairs. Oh, Frankie, si vous aviez pu voir son expression effarée le soir où je l'ai rencontrée dans le parc de la Grange, ne la prenez pas pour une folle. Je vous assure qu'elle jouit de toute sa raison. Avant d'épouser Sylvia Bassington French, Nicholson devait écarter 2 obstacles. L'un est déjà supprimé. J'ai l'impression que la vie de Moira ne tient plus qu'à un fil. Frankie dut admettre la justesse de ce raisonnement. « Mon cher, agissons tout de suite. Que faut-il faire ?» La décider à quitter la Grange immédiatement. « Et à partir pour le pays de Galles, au château. Où serait-elle plus en sûreté que chez nous ?» Je m'efforcerai de lui faire accepter ce projet. Rien de plus simple. Papa ne remarque guère qui va et vient dans la maison. En tout cas, Mrs. Nicholson lui plaira. Elle est sympathique à tous les hommes. C'est inouï comme les hommes aiment les femmes faibles et fragiles. Je ne vois pas que Moira soit particulièrement faible et fragile. Ouvrez les yeux, mon cher. Elle ressemble à un oiseau qui attend, fasciné, que le serpent l'avale. Que peut-elle faire ? Bien des choses. Vous savez qu'elle ne possède ni argent, ni amis. Je vous en prie, cessez de vous apitoyer sur son sort, comme si vous vouliez la recommander à un foyer de jeunes filles. Un certain malaise pesa entre eux. Eh bien, dit enfin Frankie, surmontant sa mauvaise humeur. À la besogne. Courons au secours de Moira. Que vous êtes bonne. C'est bien, n'en parlons plus. Si nous voulons agir, agissons sans retard. C'est-à-dire, délivrons Moira. Amenez-moi la voiture à 10h30. J'irai à la Grange voir Moira. Si Nicholson assiste à notre entrevue, je rappelle à Mrs. Nicholson sa promesse de venir passer quelques jours à Marchbolt avec moi, et je l'enlève illico. Voilà qui est expédié. Je crains tellement un nouvel accident. Alors, entendu pour 10h30. Frankie arriva au château à 9h30. On venait d'apporter le petit déjeuner, et Roger se versait une tasse de café. Il paraissait à bout de force. « Bonjour, dit Frankie. J'ai passé une très mauvaise nuit. Enfin, je me suis levée à 7h et j'ai fait une promenade. » Je suis navré que vous subissiez le contre-coup de tous nos chagrins. Comment va Sylvia ? Hier soir, on lui a donné un soporifique. Elle dort encore. Pauvre femme. Sa vie est brisée. Elle aimait profondément Henry. Je le sais. Frankie s'accorda une pause,
puis annonça son intention de partir. « Évidemment, vous songez à nous quitter, » constata Roger, irrité. « L'enquête a lieu vendredi. Je vous préviendrai si votre présence est nécessaire. Tout dépend du coroner. » Il avala sa tasse de café et s'éloigna pour vaquer à ses multiples occupations. Frankie le plaignait sincèrement. Elle ne s'imaginait que trop les commérages et la curiosité malveillante déchaînés par un suicide. Tommy entra et elle déploya toute son ingéniosité à distraire le bambin. Bobby amena la voiture à 10h30. On descendit les bagages de Frankie. La jeune fille dit au revoir à Tommy et laissa un mot pour Sylvia. La Bentley s'éloigna ensuite de Merroway. Très vite, Bobby et Frankie arrivèrent à la grange. Frankie fut un peu impressionné à la vue des grilles de fer et des épais taillis. « Cet endroit vous donne le frisson. Rien d'étonnant si Moira est sujette aux idées sombres. » La voiture s'arrêta devant la porte d'entrée. Bobby descendit et sonna. Il attendit quelques minutes. Enfin, une femme en costume de nurse se présenta. « Madame Nicholson ?» demanda Bobby. La femme hésita, puis recula dans le vestibule et ouvrit davantage la porte. Frankie sauta de l'auto et pénétra dans la maison. La porte se referma sur elle avec un bruit sinistre. Frankie remarqua les lourds verrous et les barres de fer de l'intérieur et s'en alarma, comme si elle était prisonnière dans cette funeste demeure. « Je suis ridicule, » se dit-elle enfin. « Bobby m'attend dans la voiture. Je suis venue ici de mon propre gré et il ne peut rien m'arriver de mal. » Elle suivit dans l'escalier et le long d'un couloir la nurse qui ouvrit une porte et introduisit Frankie dans un petit salon bien meublé. Frankie se sentit plus rassuré. La nurse se retira. 5 minutes plus tard, le docteur Nicholson entra. Frankie ne put réprimer un mouvement de surprise, mais elle parvint à le masquer par un aimable sourire et une cordiale poignée de main. « Bonjour, docteur. »« Bonjour, Lady Francis. Vous ne m'apportez pas, au moins, de mauvaises nouvelles de Mrs. Bassington French. Elle dormait encore quand j'ai quitté le château. Pauvre Mrs. Bassington French. J'aime à croire que son médecin veille sur elle. »« Oh oui. » Après une hésitation, Frankie ajouta. « Docteur, vous êtes certainement très occupé et je m'en voudrais d'abuser de vos instants. J'étais venue voir votre femme. »« Pour voir Moira ? C'est très aimable de votre part. » Était-ce simplement une illusion, ou les yeux bleus pâles avaient-ils pris une expression plus dure ? « Si elle n'est pas encore prête, dit Frankie souriante, je l'attendrai ici. Je voudrais la décider à partir quelques jours dans le pays de Galles. Elle me l'a presque promis. »« Je vous remercie, Lady Francis. Vous êtes charmante, et Moira aurait eu infiniment de plaisir à vous accompagner. »« Aurais-tu » Le docteur Nicholson sourit, découvrant ses dents blanches. « Oui, malheureusement, elle est partie ce matin. »« Partie ? Où donc ?» demanda Frankie. « Oh, simplement pour changer d'air. Cette maison est plutôt triste pour une jeune femme, Lady Francis. De temps à autre, Moira éprouve le besoin de distraction et elle s'en va. »« Et vous ignorez où elle se trouve ? » ?»« À Londres, probablement. Elle court les magasins et les théâtres. » Frankie le vit encore sourire. D'un sourire sardonique, déplaisant au possible. « Je me rends à Londres aujourd'hui. Voulez-vous me donner son adresse ? » Elle descend habituellement à l'hôtel Savoy. En tout cas, je recevrai de ses nouvelles d'ici 1 ou 2 jours. Je suis pour la liberté entière entre époux. Je serais fort surpris si vous ne la trouviez pas au Savoy. Il ouvrit la porte et Frankie lui serra la main. La nurse la reconduisit jusqu'à la porte d'entrée et elle entendit le docteur Nicholson lui dire encore, d'une voix suave et légèrement ironique. « C'est on ne peut plus charmant de votre part d'inviter ma femme à passer quelques jours chez vous, Lady Francis. » Chapitre 24 – Sur la piste des Caïmans. Bobby eut quelque peine à conserver l'attitude impassible du chauffeur lorsqu'il vit Frankie sortir seul de la maison. « Hawkins, retournons à Staveley, » dit-elle à voix assez haute. La voiture descendit la grande allée et franchit la grille. Un peu plus loin, sur la route déserte, Bobby serra les freins. « Eh bien, Frankie ?»« Bobby, la situation n'est guère rassurante. Il paraît que Moira est partie. »« Partie ? Ce matin ? Ou cette nuit ?
sans nous laisser un mot ? Bobby, je ne crois pas cette histoire. Le mari mentait, j'en suis certaine. Bobby avait pâli. Il murmura. Trop tard, idiots que nous sommes. Hier, nous n'aurions pas dû la laisser retourner dans cette maison. Vous ne pensez pas qu'elle soit morte ? Mais non, répondit Bobby, haussant la voix pour se donner de l'assurance. Tous deux se turent un moment. Puis Bobby, d'un ton plus calme, exposa ses déductions. Elle doit être encore vivante, car on n'escamote pas ainsi un cadavre. Il aurait fallu feindre une mort naturelle ou accidentelle. À mon avis, il l'a chassée. Ou bien, et cette hypothèse me paraît plus vraisemblable, elle se trouve encore à la grange. Alors, qu'allons-nous faire ? Bobby réfléchit quelques instants. Je ne pense pas que votre présence ici soit utile. Si vous rentriez à Londres, vous aviez parlé de retrouver les Cayman. Voilà de la besogne toute tracée pour vous. Oh, Bobby, ma chère amie, vous ne sauriez rester ici. Vous êtes connue à présent, même un peu trop connue. Vous avez annoncé votre départ à tout le monde. Vous ne pouvez prolonger votre séjour à Merroway. Encore moins vous installer à l'auberge du pêcheur à la ligne. Les langues iraient bon train dans le voisinage. Non, croyez-moi, quittez ce pays. Nicholson se méfie sans doute, mais il n'a pas la certitude que vous sachiez quelque chose. Retournez donc à Londres, et je demeurerai ici. À l'auberge du pêcheur à la ligne ? Non, le moment est venu pour votre chauffeur de disparaître de la circulation. Je logerai à Ambledever, à 15 kilomètres d'ici. Et si Moira habite toujours dans cette sinistre maison, j'arriverai bien à mettre la main dessus. Bobby, soyez prudent. Prudent comme le serpent. Le cœur gros, Frankie céda enfin. Le raisonnement de Bobby ne manquait pas de sagacité. Elle comprenait elle-même que son rôle était terminé à Merroway. Bobby la reconduisit à Londres et Frankie, réintégrant sa résidence de Brook Street, se sentit soudain en proie à une profonde solitude. Mais elle n'était pas d'un tempérament à se laisser abattre, et ce même après-midi, vers 3 heures, une jeune personne vêtue avec une sobre élégance, un lorgnon sur le nez, un paquet de brochures à la main, se dirigeait du côté de St. Leonard's Gardens, dans le quartier de Paddington. Frankie longeait ces affreuses maisons de St. Leonard's Gardens, la plupart délabrées, mais qui avaient connu des jours meilleurs. Au numéro 17, quelle ne fut pas la déception de la jeune fille lorsqu'elle vit sur la maison un écriteau « À vendre ou à louer ». Aussitôt Frankie enleva son lorgnon et quitta son air grave. Selon toute apparence, la propagande électorale n'avait plus de raison d'être. Elle lut sur l'écriteau le nom de 2 agents de location et les inscrivit sur son carnet. Ayant établi son plan de campagne, elle se mit aussitôt à l'œuvre. D'abord, elle se rendit chez messieurs Gordon et Porter de Praed Street. « Bonjour, monsieur, dit Frankie. Pourriez-vous me donner la nouvelle adresse de monsieur Cayman, qui habitait tout récemment 17 St. Leonard's Gardens ?»« Ce serait avec plaisir, mademoiselle, » répondit le jeune employé à qui elle s'était adressée. « Mais ce monsieur n'est demeuré que très peu de temps dans la maison, et nous agissons pour le compte des propriétaires, vous comprenez ? Monsieur Cayman n'avait signé qu'un engagement de 3 mois en prévision de son prochain départ pour l'étranger. Je crois en effet qu'il a quitté l'Angleterre. »« Alors vous n'avez pas son adresse ?»« Non, mademoiselle. »« Mais où vivait-il avant de louer cette maison ?»« À l'hôtel. Il me semble que c'était le Great Western Railway à la gare de Paddington. »« Vous possédez tout de même quelques références sur lui ? » Il a payé 1 trimestre d'avance et versé une provision pour l'eau, le gaz et l'électricité. »« Oh !» soupira Frankie, perdant tout espoir. Le jeune homme la considéra d'un air intrigué. « Il me doit une grosse somme d'argent, » expliqua Frankie. Immédiatement, le visage du jeune clerc prit une expression scandalisée. Plein de compassion pour cette ravissante jeune fille, dépouillée par cette canaille de Cayman, il fouilla les dossiers sans découvrir l'adresse actuelle de l'individu. Frankie le remercia, puis sortit. Elle prit un taxi et se rendit à la seconde adresse d'agent de location. Elle jugea inutile de perdre du temps à répéter la même histoire que précédemment. Les premiers agents avaient loué la maison aux Cayman, mais ceux-ci ne songeaient qu'à trouver de nouveaux locataires. Frankie demanda à visiter quelques pavillons, en expliquant qu'elle désirait une petite habitation d'un loyer modeste pour y tenir une pension d'étudiante.
Elle sortit du bureau en portant la clé du 17 St. Leonard's Gardens et les clés de 2 autres maisons qu'elle n'avait nullement l'intention de visiter. Frankie s'estima heureuse que l'employé ne tînt nullement à la suivre. Sans doute n'accompagnait-il les clients que lorsqu'il s'agissait de propriétés meublées. L'odeur fade des habitations restées longtemps fermées assaillit les narines de Frankie dès qu'elle ouvrit la porte d'entrée du numéro 17. C'était une demeure mal tenue, aux papiers bon marché, aux peintures sales et écaillées. Par acquis de conscience, Frankie la visita du grenier au sous-sol. Les pièces n'avaient pas été nettoyées au moment du départ. Des morceaux de cordes, de vieux journaux, des bouts de bois et des clous traînaient sur les parquets. Mais pas le moindre document personnel, pas même un coin de lettre déchiré. Le seul objet pouvant offrir quelque intérêt était un guide des chemins de fer abaissé, resté ouvert sur l'appui d'une fenêtre. Rien n'indiquait qu'un des noms figurant sur les pages eût une signification spéciale. Mais Frankie, pour se dédommager de tous les renseignements sur lesquels elle avait compté, en copia la liste sur son petit calepin. Elle se consola de n'avoir point déniché les caïmans à la pensée qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose. S'ils ne se trouvaient pas en règle avec la loi, ils avaient pris les précautions nécessaires pour qu'on ne pût mettre la main sur eux. Leur absence constituait déjà une sorte de preuve de leur culpabilité. Elle rendit les clés aux agents de location en émettant la fallacieuse promesse de leur téléphoner sous quelques jours, puis traversa le parc, indécise sur ce qu'il fallait faire à présent. Ses méditations furent interrompues par une averse. Pas de taxi en vue. Elle se précipita dans une station toute proche du chemin de fer souterrain. Elle prit un billet pour Piccadilly Circus et acheta 2 journaux. Une fois dans le train, presque vide à cette heure de la journée, elle bannit toutes ces décevantes pensées de son esprit et se plongea dans la lecture des journaux. Elle parcourut les faits divers. Accident d'auto, mystérieuse disparition d'une écolière. Les échos mondains, réception de Lady Peterhampton au Claridge, convalescence de Sir John Milkington après son accident à bord de l'Assiradora, le fameux yacht qui avait appartenu à M. John Savage, le millionnaire. Ce bateau portait-il malheur ? Ce constructeur avait été tué tragiquement. M. Savage s'était suicidé. Son propriétaire actuel, Sir John Milkington, venait d'échapper par miracle à la mort. Frankie abaissa son journal et fronça les sourcils dans un effort de mémoire. 2 fois déjà le nom de M. Savage avait été mentionné devant elle. Une première fois par Sylvia Bassington French au sujet d'Alan Carstairs et une autre fois lorsque Bobby avait répété sa conversation avec Mrs. Rivington. Alan Carstairs avait été l'ami de John Savage. Mrs. Rivington avait même laissé entendre que la présence d'Alan Carstairs en Angleterre avait quelque rapport avec la triste fin de Savage. Le millionnaire s'était suicidé parce qu'il se croyait atteint d'un cancer. Et si Carstairs, nullement satisfait de cette explication, était venu en Angleterre pour faire une enquête personnelle sur la mort de son ami? Était-il possible que le drame où Frankie et Bobby jouaient un rôle eût comme prélude la mort mystérieuse de Savage? Rien ne s'y opposait, et Frankie se demandait comment en obtenir la preuve. Elle ne possédait aucun renseignement sur les amis de Savage. Soudain, une idée germa dans son esprit. Le testament. Si les circonstances du décès de Savage semblaient suspectes, il convenait d'abord d'étudier les dernières volontés du millionnaire. Frankie se souvenait avoir entendu parler d'un bureau dans Londres, où l'on pouvait, moyennant un shilling, consulter les testaments. Mais impossible de se rappeler l'adresse. Le train s'arrêta et Frankie vit qu'elle se trouvait à la station du British Museum. Elle avait laissé passer Oxford Circus où elle devait changer de ligne. Elle bondit et descendit du wagon. 5 minutes de marche l'amenèrent à l'étude messieurs Spradge, Jenkinson et Spradge. Elle y fut accueillie avec déférence et immédiatement on l'introduisit dans le cabinet de M. Spradge, le principal associé de la firme. M. Spradge était un homme très agréable, doué d'une voix douce et persuasive qui réconfortait les aristocratiques clients dans les cas difficiles. Le bruit courait que M. Spradge en connaissait plus long que quiconque dans Londres sur les secrets des familles nobles. « Votre visite me cause un réel plaisir, Lady Frances. Asseyez-vous, je vous en prie.
Comment va Lord Marchington ? Frankie répondit comme il convenait, et M. Spradge ôta son pince-nez. À partir de cet instant, il devint le conseiller légal de sa cliente. « Voyons, Lady Frances, qu'est-ce qui me vaut l'avantage de votre présence dans mes sombres bureaux ?»« Je voudrais jeter un coup d'œil sur un testament, » dit Frankie, « et je ne sais où m'adresser. Cependant, j'ai entendu parler d'un endroit où, pour 1 shilling, on peut consulter ces sortes de documents. »« Oui, à Somerset House, » répondit M. Spradge. « De quel testament s'agit-il ? Je crois pouvoir vous apprendre tout ce que vous désirez sur n'importe quel testament des membres de votre famille. »« Il n'est pas question d'un testament de ma famille. »« Ah, » dit seulement M. Spradge. Mais cet homme avait une telle façon de vous soutirer des confidences que Frankie, malgré sa ferme résolution de garder son secret, lui dit « Je voulais voir le testament de M. Savage, John Savage. »« Vraiment ?» Une vive surprise se trahissait dans la voix de M. Spradge. « Voilà qui est curieux, très curieux. » Frankie le regarda avec étonnement. « Ma foi, » continua M. Spradge, « je ne sais quelle décision prendre. Lady Frances, pourriez-vous m'expliquer pour quelle raison vous désirez consulter ce testament ? » « Monsieur Spradge, excusez-moi, mais c'est impossible. » M. Spradge parut soudain aux yeux de Frankie un être tout différent. « Il me semble, dit M. Spradge, que je dois vous mettre sur vos gardes. »« Sur mes gardes ? » ?»« Oui. Je possède des indications vagues, très vagues. Mais il se passe quelque chose et, pour rien au monde, je ne voudrais vous voir impliqué dans une affaire douteuse. » Frankie aurait pu lui répondre qu'elle se trouvait d'ores et déjà enfoncée jusqu'au cou dans une affaire qui l'eût certainement désapprouvée. Elle se contenta de lever vers lui un regard interrogateur. « À mon avis, il s'agit plutôt d'une extraordinaire coïncidence, » poursuivit M. Spradge. « Néanmoins, je flaire quelque chose de louche dans ce testament. Pour le moment, je ne puis vous en dire davantage. » Frankie l'interrogeait toujours du regard. « J'ai entre les mains un document d'extrême importance, » poursuivit M. Spradge avec indignation. « On a osé se servir de mon nom, Lady Frances. Que pensez-vous de cette infamie ?» Prise de panique, Frankie demeura un instant sans répondre.